bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel avec lecture, et je vais enfin commencer à vous parler des livres que j'ai lus pour le Cold Winter Challenge. Oui, je sais, il est temps parce que je suis ultra à la bourre comme d'hab, mais en même temps c'est pas très important, hein. Bref, donc on y va. Les deux premiers sont des abandons, dont le premier une grosse déception, et ensuite ça ira mieux, ce sont des livres que j'ai finis et que j'ai aimés. Et on commence avec la grosse déception, Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy. Alors je savais en commençant qu'il y aurait peu de chances que j'aille au bout parce que c'est un livre avec deux époques. On va suivre deux femmes différentes principalement, une en 1859 et une en 2014 si je dis pas de conneries, et c'est un truc que j'aime pas. En littérature, quand on a deux époques, c'est un truc que je ne supporte pas parce que du coup on a, enfin moi j'ai l'impression qu'on a deux demi-histoires puisqu'on a un livre pour deux histoires, et voilà, vraiment c'est un truc que j'aime pas. Mais comme c'est Sarah McCoy, j'ai voulu essayer parce que j'ai adoré Un goût de cannelle d'espoir que j'ai lu il y a très longtemps maintenant, et plus récemment j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré pareil, Le souffle des feuilles et des promesses, donc j'ai voulu essayer celui-ci et ça ne l'a pas fait. En 1859, on suit une jeune fille, en fait son père est blanc, je crois que c'est une famille de blancs, hein, et son père aide les noirs pendant la ségrégation. Alors on est dans une ambiance très particulière parce que c'est illégal d'aider les noirs, évidemment, c'est illégal d'aider les esclaves à vouloir leur indépendance, c'est tout simplement hors de la loi, donc sont hors la loi. Et elle, au départ, elle n'était pas censée aider, déjà parce que c'est une femme, tout simplement, mais au début du livre, elle va faire quelque chose qui va se révéler extrêmement utile pour la cause et pour les gens. Et donc son père va lui demander de recommencer tout en lui précisant bien que c'est illégal, que c'est dangereux et blablabla tout ça. Donc on va suivre ça. Et en 2014, on suit un couple qui font tout pour avoir un enfant mais qui n'y arrivent pas et qui emménagent dans une nouvelle maison. Alors déjà, le personnage principal de l'histoire de 2014, donc la jeune femme, je sais plus comment elle s'appelle, m'a tapé sur le système, quoi. C'est le genre de petite fille pourri gâtée qui est devenue adulte et qui est tout bonnement insupportable, selon moi. Franchement, elle est exécrable avec son mari, elle lui en veut parce qu'ils n'ont pas d'enfant, mais enfin, je veux dire, il n'y peut rien, ils ont fait tous les tests, tout ce qui était possible de faire. Elle considère que sa vie est ratée parce qu'elle n'a pas d'enfant, et elle en vient même à se dire à quoi bon que je reste mariée avec lui puisque de toute façon on n'aura pas d'enfant. Enfin, voilà, ce genre de comportement m'agace personnellement. Et de l'autre côté, en 1859, alors c'est un sujet que j'aime beaucoup, la ségrégation, et je pense qu'un livre uniquement avec l'histoire de 1859, je l'aurais lu et j'aurais aimé. Mais là, en fait, cette alternance me fatigue parce que on a d'un côté une histoire que j'aime beaucoup et j'ai envie d'avancer, mais en même temps la situation est très compliquée et je suis pas très d'accord avec ce qui est dit. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et de l'autre côté, on a un personnage que je ne supporte pas, donc je subis chaque chapitre en 2014 déjà, et quand j'arrive en 1859, il me faut... En fait, c'est ça qui m'énerve avec l'alternance, c'est que à chaque fois, il faut que je me réadapte, il faut que je me réhabitue, et ça, enfin, au bout d'un moment, ça me fatigue, quoi. Je veux bien faire cet effort-là au début de la lecture, mais au bout de, je sais pas, 40-50 pages, je suis censée être dans le livre et ne pas avoir constamment à me réhabituer à la situation, à où on est, à qu'est-ce qu'elle fait, avec qui on est et qu'est-ce qui se passe. Ça me fatigue. Vraiment, c'est un truc qui me fatigue, c'est pour ça que j'aime pas ce genre de livre. Donc voilà, je vais pas être très loin, j'ai dû m'arrêter, je me suis arrêtée au début d'un chapitre de 1800, ah ben voilà, c'est écrit 1859, c'est ça. Mais voilà, je n'arrive pas à avancer, franchement, je ne l'ai pas dit du coup, mais j'ai dit jusqu'à la page 66, j'ai dû mettre genre 4 jours à atteindre la page 66 parce que je n'avance pas, parce que je n'y arrive pas, parce que j'ai pas envie d'y retourner en fait. Enfin, je pense que deux livres séparément, avec les deux histoires séparées, j'aurais pu, ça aurait beaucoup moins d'intérêt pour le livre parce que on sent bien qu'il y a un lien entre les deux, évidemment. Mais moi je peux pas, voilà, ce genre d'histoire là, je ne peux pas, j'ai voulu essayer, et bien c'est un échec, voilà. Et le deuxième échec, ça a été moins une surprise, donc c'est pas si simple, de Lucie Castel. J'ai voulu essayer les romances de Noël. Je pense pas que je réessayerai, en tout cas celle-ci, ça l'a pas fait du tout. On y rencontre Scarlett et sa sœur qui sont à l'aéroport de Londres, enfin un des aéroports de Londres. Je peux m'amuser à citer le nom parce que je n'arrive jamais à prononcer ce nom. Et donc on est quelques jours avant Noël, elles doivent absolument rentrer chez elles parce qu'il faut absolument qu'elles passent Noël avec leur mère. Sinon, leur mère va avoir comme un échec total de sa vie si elles passent pas Noël ensemble. Sauf que il y a une espèce de tempête et tout, un truc qui fait que les avions décollent pas, quoi. Donc elles sont bloquées à l'aéroport et elles vont rencontrer un homme. Et donc elles vont se mettre à attendre avec lui parce que de toute façon elles n'ont pas grand chose d'autre à foutre qu'attendre.
Et j'ai pas du tout aimé, j'aime pas le ton en fait, ça se veut drôle, enfin, en fait, je sais pas comment expliquer, mais moi je vois que c'est écrit pour être léger et que l'autrice fait tout pour être drôle, mais moi ça me fait pas rire en fait. L'héroïne ne me fait pas rire, les situations ne me font pas rire, et il y a des sujets très importants et très lourds, très tristes qui sont abordés avec une dérision. Enfin, moi je trouve ça ridicule en fait, vraiment, je n'ai pas du tout accroché, le personnage est plat en fait, il est tellement cliché. J'ai l'impression qu'on a mis des paillettes partout juste pour faire joli et juste parce que c'est Noël, mais pas parce que c'est Noël que tout le monde il est heureux, tout le monde il est content. C'est ça qui me fatigue avec les romances de Noël en fait. C'est pas parce que c'est Noël que tout le monde il est heureux, que tout le monde il est content, que ça se passe bien dans toutes les familles. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas et ça me fatigue vraiment. Donc j'ai pas eu. Non, voilà, en fait je voyais les traits d'humour et la volonté de l'autrice de faire rire le lecteur et moi je trouvais ça ridicule, quoi. Je trouve ça pathétique. Vraiment, je suis désolée, mais moi ça me fait pas rire. J'ai pas du tout passé un bon moment, ça m'a agacée. Je n'ai pas été très loin, hein, je pense pas. 48 ou 49 pages, je ne sais pas. Je me suis arrêtée à un moment donné où on commence à aborder un sujet extrêmement grave, extrêmement triste, extrêmement humain, extrêmement touchant. Enfin, un truc horrible à aborder, un truc que quand tu l'abordes en livre, c'est censé être sérieux. Et là, le gars parle de sa situation à lui avec dérision. Genre il a pris du recul, genre c'est pas si grave, genre ça va, c'est bon, j'en rigole. Mais non en fait, enfin non, juste non, je suis désolée, mais non. Voilà, donc je dis pas que je lirai plus jamais Lucie Castel, mais si je lis autre chose d'elle, ça sera pas une romance de Noël, ça c'est sûr. C'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Je vais pas être très loin dans l'histoire, mais je pense qu'on va avoir une romance entre ce gars qui s'appelle je sais plus comment et Scarlett. Ah oui, alors en plus. Donc les deux femmes sont françaises, elles doivent rentrer en France pour fêter Noël avec leur mère. Et lui, il est anglais. Et alors les clichés sur les anglais et les clichés sur les français, mais alors mon Dieu, franchement, c'est ça qui me dérange fondamentalement dans la romance de Noël, c'est qu'on est concentré sur il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit avec plein de paillettes, que tout soit merveilleux, que tout se déroule bien dans le meilleur des mondes, avec une fin à conte de fées, tu vois. Et du coup, les personnages sont hyper lisses, hyper caricaturaux, hyper clichés, pour coller avec cette volonté de tout est parfait et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et moi ça me fatigue. Hein. Donc voilà, c'est pas une grosse surprise parce que je savais qu'il y avait peu de chances que je passe un bon moment avec Pas si simple. Mais après j'ai quand même lu une romance, alors c'est pas une romance de Noël en tant que telle, et c'est passé mieux, j'en parlerai dans à peu près 1000 ans, hein, en homme de lecture, mais parce que j'ai lu toute fin décembre, hein, donc voilà. Mais les romances de Noël en tant que telles, je pense pas que je vais réitérer. On va passer à des lectures beaucoup plus cool. Attendez, parce que là, il faut que je lise, c'est hyper long. Le Club de l'ours polaire, le tome 1, Stella et les mondes gelés de Alex Bell. Le tome 2 est sorti en grand format, pas encore en poche, donc je vais patiemment attendre qu'il sorte en poche. Hein. Mais j'ai adoré ce livre-là, vraiment. Alors, l'hiver est presque fini au moment où on cette vidéo, je crois. Mais on est en plein, genre il y a de la neige partout, on est dans un monde où il n'y a que de la neige, c'est tout gelé, on y fait du chien de traîneau, il y a une aventure, franchement pour l'hiver, c'est parfait, hein, vraiment c'est génial. Et je crois que je l'avais mis dans la catégorie grands espaces et voyages et tout, pour le Cold Winter, et franchement ça passe, hein, moi je trouve ça passe. Bref, on y suit donc Stella, qui rêve de faire une expédition. Elle rêve d'être expéditrice parce que son père l'est et parce qu'elle a grandi là-dedans et elle veut faire ça un jour, sauf que eh bien c'est interdit aux femmes, tout simplement. C'est pas compliqué, voilà. C'est interdit aux femmes parce que les femmes sont trop fragiles, pas faites pour ça, que c'est pas du tout une bonne idée, que blablabla, enfin bref. Mais elle veut vraiment faire ça. Et au début du livre, son père finit par lui dire bon bah d'accord, ok, vas-y, je t'emmène. Il convainc les gars explorateurs et tout là qu'elle peut venir un peu la fin du monde, tu vois. Déjà ça j'ai bien aimé. Et elle part en expédition. Alors évidemment tout va pas se passer comme prévu, mais on va la suivre elle dans son aventure, dans son expédition. Et franchement j'ai adoré. Alors oui c'est un livre jeunesse et oui j'avais deviné la grosse révélation de fin. Mais franchement j'ai adoré, j'ai passé un super moment, c'était hyper cool. Le personnage est vraiment génial. Et ce côté, si tu veux le faire, même si tu es une fille et qu'on t'interdit parce que tu es une fille, tu peux le faire. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'adore ce type de message qui plus est en jeunesse. Je viens de le voir, c'est à partir de 10 ans. Franchement, c'est génial. C'est vraiment cool. Et en plus, c'est le genre de message qui est bien et pour les filles et pour les garçons. Parce que ça montre aux filles qu'elles en sont capables. Et ça montre aux garçons qu'il faut arrêter de dire aux filles « Non, tu peux pas le faire parce que t'es des filles. »
Voilà, bref, je trouve ça, j'ai vraiment adoré, j'ai passé un super moment. Les personnages sont vraiment cool. On a quelques illustrations, je viens d'en voir une, mais évidemment je ne vais pas la retrouver parce que sinon c'est pas drôle. Alors c'est en noir et blanc, mais j'ai bien aimé franchement, avoir des illustrations comme ça. Voilà, je trouve ça cool. Je sais pas si vous avez bien vu, mais bref, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous voulez lire là maintenant tout de suite, foncez vraiment pour l'hiver, c'est top. Vous pouvez aussi garder pour une autre saison, il n'y a rien qui vous oblige à lire en hiver. D'autant plus qu'il n'y a pas de date, ça se passe genre en décembre, tu vois, c'est juste qu'il y a plein de neige partout. Bref, j'ai adoré. Oh, et j'ai écouté The Reason Why de J.P. Cooper, Steph London et Banks and Rhodes. Et j'ai lu Le 5e ange de la mort, le tome 5 du Women Murder Club, écrit ici par James Patterson et Maxine Paetro. Je me rends compte que depuis le début, je dis Maxime. C'est pas grave, bref. J'ai bien aimé ce tome-là, c'est pas mon préféré parce que comme le précédent écrit avec Maxine Paetro, on est sur, on est plus porté sur le côté judiciaire des enquêtes que sur le côté enquête pure. Et moi, c'est pas que c'est pas ce qui m'intéresse, c'est que, pas quand c'est marqué thriller, quoi. Quand c'est marqué thriller, pour moi, on doit être dans l'enquête et pas dans le procès, quoi. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, c'est pas vraiment ce que je voulais lire, même si là, pour le coup, j'étais prévenue. Avec Maxine Paetro, je savais bien qu'on allait avoir un côté judiciaire comme ça. Ici, comme dans le tome 4, on a deux enquêtes. On a d'abord des femmes qui sont retrouvées mortes et mises en scène. Donc c'est là-dessus que Lindsay, notre enquêtrice, va enquêter. Et on a un hôpital qui est mis en procès parce que les gens trouvent qu'il y a eu beaucoup de morts accidentelles en fait. Et certes, les morts accidentelles et les erreurs de médication, ça existe et malheureusement c'est la réalité. Mais ils estiment qu'arrivé à un certain stade, il y a quelque chose d'autre derrière, tu vois, et que c'est pas juste des erreurs, tu vois. Donc on va suivre ce procès-là et en parallèle l'enquête. Et en fait, comme je l'ai dit, moi ce qui m'intéressait le plus, c'est l'enquête sur les femmes retrouvées mortes et pas la partie judiciaire. Et la partie judiciaire sur le procès de l'hôpital est beaucoup plus développée. L'enquête sur les femmes, franchement, se résout, mais en un claquement de doigts, j'étais là, mais sérieux, c'est fini là? Bon, d'accord. Et après, on passe sur le procès en lui-même. Je pense que c'est parce que je commence aussi à lire pas mal de policiers et pas mal de thrillers, mais j'ai trouvé qu'on insistait beaucoup sur comment ça se passait. En fait, on a un suspect dès le début et on t'explique bien que c'est lui, que quoi qu'il arrive c'est lui, que c'est lui, que c'est lui, que c'est lui. Voilà, je trouve ça un peu gros en fait, ça m'a un peu gonflé. Et c'est pas la partie qui m'intéressait le plus en fait. Du coup, j'ai fini le livre en mode l'enquête qui m'intéressait, on l'a bâclée en 2 secondes et demie, et celle qui m'intéressait pas, on y a passé 200 pages. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Je lirai la suite de la saga, c'est sûr. Je lirai aussi autre chose de James Patterson, de Maxine Paetro, c'est pas sûr du tout, mais on verra. Voilà, ça reste une très bonne saga, ça reste pour moi la saga, même si j'en ai pas lu des masses, ça reste la saga de thriller avec des femmes en personnages principaux. Et c'est vraiment cool parce que le thriller, enfin ça s'explique qu'on est majoritairement des enquêteurs et pas des enquêtrices parce que le thriller est un genre majoritairement écrit par des hommes et majoritairement lu par des hommes à destination des hommes, donc on a des personnages principaux masculins, mais je trouve ça cool que notamment un grand nom comme James Patterson mette en scène sur toute une saga, et pas juste dans un livre comme ça qui sort, tu vois, des femmes en personnages principaux. Je l'ai pas dit, mais on a une procureure, une journaliste, une légiste et une enquêtrice, donc une flic. Dans le livre, on a les 4 personnes qui forment le Women Murder Club. Et vraiment, j'adore cette saga. Donc voilà, je continuerai quand même si les 2 derniers m'ont déçu. J'espère juste que le tome 6 n'a pas été coécrit par Maxine Paetro, parce que tous les tomes de la saga sont écrits par James Patterson et à chaque fois il a coécrit avec quelqu'un. Donc voilà, ça serait cool pour moi si le tome 6 n'était pas coécrit par Maxine Paetro, parce que sinon je vais commencer à en avoir ras-le-bol et que mon cerveau m'empêche de les lire dans le désordre. Genre si le tome 6 est coécrit par Maxine Paetro, je pourrais me dire bah c'est pas grave, je passe au tome 7. Mais je peux y arriver, il faut que je lise le tome 6 d'abord, sinon je peux. Ouais, je sais, je suis compliquée comme fille, hein. Bref, ça reste une saga très cool que je vous conseille, même si pour moi les tomes sont inégaux. Voilà, mon update lecture est terminé, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.